L'Université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Ce soir, quatrième et dernier cours consacré à une histoire du judaïsme séfarade proposé par Richard Ayoun. Bonsoir Richard Ayoun. Bonsoir. Bienvenue dans ces studios pour ce dernier cours sur l'histoire du judaïsme séfarade qui complète, on peut le dire, une histoire du judaïsme séfarade que vous avez proposée Evelyne Oliel-Gross il y a un mois. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. 2492, du texte, du décret, avec un commentaire de votre part, des Juifs, du devenir des Juifs en Espagne, même dans la péninsule ibérique, après l'édit d'expulsion, du devenir évidemment de la diaspora dans les pays sous autorité musulmane, sous l'autorité ottomane. Et ce soir, nous parlons des établissements en pays chrétiens. Avant, je voudrais renvoyer les auditeurs qui nous écoutent, évidemment, à Séfarade d'hier et d'aujourd'hui, 70 portraits. C'est un livre que vous avez coécrit avec Chaim Vidal-Sefia. C'est aux éditions Liana Lévy. Comment le présenter, ce livre? Une galerie de portraits? C'est une galerie de portraits, de 70 portraits, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près au nombre des membres du Grand Sanhédrin, du tribunal rabbinique de la fin de l'époque biblique. L'établissement en pays chrétien, c'est le deuxième grand exode, le deuxième grande région d'établissement des Juifs chassés d'Espagne. Nous verrons d'ailleurs qu'elle n'est pas sans avoir des contacts avec l'Empire ottoman, que ce n'est pas une diaspora éclatée. Alors, il faut passer tous ces pays en revue. On peut le faire comme ça. On peut commencer par l'Italie. Alors, l'Italie est une escale très fréquentée pour les exilés de 1492, ces exilés qui sont en route pour les pays islamiques. Plusieurs principautés ou plusieurs villes sont intéressées à l'installation éventuelle de réfugiés juifs, ces réfugiés qui leur permettraient, à long terme, cette installation va leur permettre des avantages économiques. Cependant, un grand nombre d'immigrés vont s'établir dans des communautés existantes et un grand nombre d'immigrés vont s'établir dans des communautés prospères, comme par exemple Rome et Venise. Ces immigrés sollicitent un permis de résidence. Certains se présentent comme étant porte-parole de marchands juifs espagnols ou porte-parole de marchands portugais et ils vont négocier avec les cours princières. Alors, parmi les foyers d'accueil, il y a Ferrare. Est-ce que c'est un foyer important d'établissement? Oui, à Ferrare, donc, dès 1493, des Juifs d'Espagne présentent une pétition au duc Hercule de Ferrare. Il est accordé aux Juifs, je cite, « fils et descendants et pour les autres qui viendraient de ces pays d'habiter à Ferrare et dans tout autre lieu appartenant à cette cité. » Cette communauté espagnole créée dispose de sa propre administration et aussi cette communauté espagnole construit sa synagogue. C'est à Ferrare que paraît la Bible en langue espagnole. Cette Bible traduit mot à mot de la vérité hébraïque, cette Bible qui paraît le 1er mars 1553. Cette Bible reproduite à plusieurs reprises à Amsterdam ou reproduise en fait au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, cette Bible est devenue la version autorisée de toute la diaspora séfarade en pays chrétien. La Bible de Ferrare, qui est, on peut le dire, l'une des gloires de l'imprimerie séfarade, cette Bible a pour origine l'imprimeur Gershom Chansino. Gershom Chansino est le fondateur des presses à imprimer dans la plupart des centres italiens, ainsi que c'est le fondateur des presses à imprimer dans l'Empire ottoman. Alors un autre grand foyer d'établissement, c'est la Savoie. La Savoie, mais aussi le Piémont et le comté de Nice. Le duc de Savoie, Emmanuel Philibert accorde en 1572, pour 25 ans, les droits qu'a octroyé Jules III aux Juifs espagnols et les droits qu'a octroyé Jules III aux Portugais de résider à Ancône et aussi de résider dans les autres lieux de l'État pontifical. Emmanuel Philibert accorde à ces Juifs ainsi la plus large liberté de conscience et aussi la plus large liberté du culte. Parmi les dispositions très favorables, il est précisé, d'une part,
qu'il est défendu aux inquisiteurs et à toute autre personne ecclésiastique de molester les Juifs, même si auparavant, dit-on, ces Juifs passaient pour des chrétiens. Et d'autre part, il est précisé que les Juifs sont exemptés de tout signe distinctif. Alors, de grandes personnalités marquent l'histoire de cette diaspora séfarade, hein. Aussi bien dans la Savoie, le Piémont, le Comté de Nice, tous les autres foyers dont nous avons parlé dernièrement. Et puis il y a Livourne. Bien entendu. Alors Livourne, il faut dire que la charte appelée la Livournine, cette charte qui est accordée par Ferdinand de Médicis qui est le grand-duc de Toscane, cette charte, la Livournine, est accordée le 10 juin 1593. Cette charte reste un modèle de charte pour toute communauté juive. D'autres édits ont auparavant engagé les marchands étrangers, et plus particulièrement les juifs, à venir s'établir dans les ports francs de Pise et dans le port franc de Livourne. La Livournine permet aux Maranes de ne pas être inquiétés par l'Inquisition. Elle permet aussi aux Maranes de ne pas être inquiétés par des perquisitions, de ne pas être inquiétés par des dénonciations ou par des accusations du fait qu'ils pratiquent de nouveau le judaïsme. Les magistrats de la nation juive ont la possibilité d'agréger à cette nation les juifs venus d'autres communautés. Un juge, le gouverneur, est chargé d'examiner les différends entre chrétiens et juifs, alors que c'est la magistrature des Massaris, c'est-à-dire la magistrature des chefs et des juges de la nation juive, qui sont les seuls compétents pour juger les différends entre juifs. Sur le plan universitaire, les juifs peuvent obtenir le doctorat de Pise. Leurs médecins et leurs chirurgiens peuvent soigner les juifs et peuvent soigner les chrétiens. Des nourrices et des domestiques chrétiennes peuvent être au service des juifs. Aux garanties de pratiquer le judaïsme, il est interdit d'enlever les enfants de moins de 13 ans et aussi il est interdit de rendre ces enfants de moins de 13 ans, de les rendre chrétiens. Par la suite, les Médicis sont favorables à la nation juive, les Médicis vont rester fidèles à la lettre et ils vont rester fidèles à l'esprit de la Livournine. Alors, on remonte un peu plus au nord. Est-ce que d'ailleurs on suit la marche qu'a suivi la diaspora séfarade? Est-ce que ça s'est fait par étapes ou est-ce que la diaspora séfarade a essaimé en même temps dans plusieurs régions? Non. Non, après l'Italie, bien entendu, en ce qui concerne les pays chrétiens, bien entendu, on va parler de la France, mais c'est plus tardif. Et d'ailleurs, des questions se posent en ce qui concerne la France. Et notamment une question qui reste sans réponse. Depuis l'expulsion de France, cette expulsion qui a eu lieu en 1394, à quelle date les premiers nouveaux chrétiens d'Espagne et les nouveaux chrétiens du Portugal immigrent en France? Ce mouvement vers la France doit commencer sûrement assez tôt, puisque la France est limitrophe de l'Espagne. Le fait que Louis XI accorde en février 1474 des privilèges aux étrangers qui viennent s'établir à Bordeaux permet de supposer que des nouveaux chrétiens profitent de ces privilèges pour se rendre en Aquitaine. Les nouveaux chrétiens ne sont pas recherchés avec acharnement comme au-delà des Pyrénées. Ça veut dire, si je vous suis bien, ça veut dire que la France, dont sont donc partis les Juifs à partir de 1394 par ce décret d'expulsion, c'est-à-dire que la France se repeuple sur le plan juif d'abord par une population séfarade. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que l'Alsace, la Lorraine ne font pas partie à l'époque de la France, mais comme vous dites, c'est une nouvelle population séfarade qui va repeupler en juif la France de cette époque-là. Quels sont les premiers nouveaux chrétiens qui s'installent en France et même le premier nouveau chrétien, puisqu'on a un nom? Oui, alors le premier nouveau chrétien à Bordeaux serait le dénommé Andrea de Covéa. Andrea de Covéa exerce la fonction de principal au collège de Guyenne. Andrea de Covéa aurait permis à plusieurs de ses compatriotes de s'y établir. C'est lui qui aurait essentiellement négocié avec la chancellerie du roi Henri II, c'est-à-dire qu'il aurait négocié le texte du mois d'août 1550, ce qui signifie qu'il aurait négocié la grande charte des Juifs séfarades en France. Cette grande charte qui est rendue en faveur des marchands portugais qu'on appelle nouveaux chrétiens. Plusieurs nouveaux chrétiens obtiennent à titre individuel des lettres de naturalisation. Ces lettres octroient à ces nouveaux chrétiens des droits sensiblement égaux à ceux
des sujets français. Alors il y a une date qui marque cette évolution historique, c'est un décret, et la date c'est le 11 novembre 1574. Quelle est cette date? Alors, le 11 novembre 1574, les nouveaux chrétiens font renouveler leurs privilèges par Henri III à Lyon. De plus, Henri III permet aux nouveaux chrétiens de demeurer librement sans être l'objet d'une enquête sur leur façon de vivre. Cela prouve que ces Espagnols et que ces Portugais pratiquent le judaïsme et que les autorités ne souhaitent pas fournir au peuple des arguments contre les nouveaux venus. Les représentants des nouveaux chrétiens portugais, en politiciens avisés, moyennant finance, arrivent à multiplier le nombre des communautés en France. Ces communautés en France se trouvent essentiellement dans le sud-ouest et ces communautés se trouvent le long du littoral de l'océan Atlantique et aussi le long du littoral de la Manche. Ces représentants des nouveaux chrétiens permettent principalement le développement des communautés portugaises et aussi le développement de la communauté bayonnaise. La France devient alors un pays de transit, un pays, on peut dire, de rejudaïsation pour les fugitifs de la péninsule ibérique et aussi pour les crypto-juifs qui y vivent, de Bayonne, de Bordeaux et des autres communautés françaises, des hommes qui se sont rejudaïsés. Ces hommes vont en Espagne et vont au Portugal transmettre à leurs proches et ils vont transmettre à leurs amis le judaïsme. Alors après la péninsule italienne, la France, troisième grand foyer d'accueil où se réfugient les Juifs d'Espagne, c'est Anvers. Oui, en ce qui concerne Anvers, des nouveaux chrétiens, pour des raisons commerciales, s'établissent à Anvers au début du XVIe siècle. Anvers est, il faut le rappeler à cette époque, la plus grande ville du monde. Cette ville des Pays-Bas méridionaux est une possession espagnole. En 1511, la communauté portugaise reçoit une vaste demeure des édiles de la cité d'Anvers où elle se réunit. Cette communauté tient sa propre cour de justice avec l'autorisation des autorités anversoises. Les membres de la communauté portugaise nomment un consul. Ce consul défend leurs intérêts auprès des autorités locales. Les consuls qui se succèdent sont très habiles puisqu'ils maintiennent la communauté portugaise à Anvers sous la monarchie espagnole. Cette monarchie dure pendant un siècle. En ce début de XVIe siècle, on a quelques repères, parce qu'on a passé quelques temps sur les bancs de l'école. Il y a Charles Quint notamment qui domine politiquement l'Europe d'alors. Et il signe un décret en 1536. Qu'est-ce qu'il représente ce décret? Bien avant, 10 ans auparavant, en 1526, oui. Exactement mars 1526, Charles Quint décrète que les étrangers établis dans le pays ces étrangers peuvent y rester durant 1 mois et plus, à condition d'avoir reçu une autorisation. Si les marchands portugais obtiennent cet avantage, c'est parce qu'ils détiennent le monopole du commerce des épices, des Indes, et aussi que la ville d'Anvers s'enrichit grâce aux droits qu'elle perçoit sur les marchandises importées. Alors, décret 1526 et aussi 1536. Voilà. Donc, en 1536, Charles Quint accorde aux nouveaux chrétiens des lettres d'octroi. Ces lettres d'octroi confèrent aux nouveaux chrétiens les mêmes droits que ceux dont bénéficient les marchands établis dans la ville. Ces lettres engagent les nouveaux chrétiens à s'y installer avec leur famille, leurs serviteurs et leurs biens. Ces lettres permettent aux nouveaux chrétiens, s'ils le désirent, de rentrer au Portugal ou de voyager dans n'importe quel royaume chrétien. Ces lettres d'octroi provoquent une installation en grand nombre de nouveaux chrétiens à Anvers, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens qui pratiquent le judaïsme en secret. Alors un siècle plus tard, 1640, un nouveau décret, un édit plus exactement, vient légiférer sur l'organisation de la vie juive à Anvers. Quelles sont les conséquences de cet édit? Voilà. Donc le nombre et l'attitude religieuse des nouveaux chrétiens provoquent cette promulgation de cet édit dont vous avez parlé, c'est-à-dire cet édit qui date du 16 décembre 1640. Cet édit révèle le judaïsme clandestin de ces nouveaux chrétiens et aussi cet édit entreprend de combattre ce judaïsme clandestin. Ce texte de cette époque-là, c'est-à-dire de 1640, souligne que les soi-disant nouveaux chrétiens pratiquent dans leur demeure la loi et les cérémonies juives. Tout Anversois est tenu de les dénoncer.
Ce texte fait suite à l'ordre d'expulsion de Charles Quint du 30 mai 1550. Dans ce texte sont mentionnés les déplacements fréquents des Juifs entre les Pays-Bas et la péninsule ibérique. Des Portugais continuent à résider après cet ordre d'expulsion. C'est ainsi qu'en 1571, on dénombre qu'il y a 94 familles, alors qu'en 1591, il y a 77 familles qui vont être expulsées. Cet édit de Charles Quint n'est pas rigoureusement exécuté du fait de la connivence, cette connivence qui existe entre les représentants des Portugais et les édiles d'Anvers. Quelles sont les pratiques juives à Anvers à cette époque? Les pratiques juives des nouveaux chrétiens à Anvers se manifestent notamment lors des procès de l'Inquisition. Ainsi, en novembre 1585, le nouveau chrétien, le dénommé Balthazar da Costa, avoue à Lisbonne aux inquisiteurs d'avoir été converti au crypto-judaïsme à Anvers. Il aurait été converti, dit-il, 6 ans auparavant. Il fournit une longue liste de judaïsants anversois. Balthazar signale aussi que tous les nouveaux chrétiens portugais judaïsent et tous y judaïsent à l'exception, dit-il, de 2 familles. Cette situation des nouveaux chrétiens dans une possession espagnole est étonnante. Elle est étonnante puisqu'elle a maintenu et fait prospérer sur le plan local un établissement crypto-juif. Cela a été accompli en dépit de l'autorité impériale. La raison d'une telle obstination des nouveaux chrétiens portugais de séjourner dans le port d'Anvers n'est pas seulement une raison économique, car ce port devient la plaque tournante de l'émigration des nouveaux chrétiens en Europe. Les nouveaux chrétiens sont nombreux à venir de la péninsule ibérique. Ensuite, passant par la France et l'Italie, ils vont dans les communautés juives de l'Empire ottoman. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'homme qui a marqué cette époque? Oui, il y a le fameux exemple de Joan Miquez. Joan Miquez, né de sa tante, la banquière, la fameuse Gracia Mendez, dont nous parlons d'ailleurs dans ce livre, c'est les portraits séfarades d'hier et d'aujourd'hui. Donc, Joan Miquez, son frère et sa cousine s'installent à Anvers. Un prince d'Aragon demande en mariage la fille de Gracia Mendez. Pour lui échapper, la famille va quitter Anvers, elle va quitter Anvers pour Venise, puis elle va aller à Ferrare, où cette famille va demeurer à Ferrare de 1549 à 1553. Puis, cette famille va se rendre à Constantinople, et là, Joan Miquez va prendre le nom de Joseph Nassi, épouse sa cousine Réna. Alors si on poursuit ce parcours de la diaspora séfarade, l'Italie, la France, Anvers, toujours plus au nord, on arrive à Amsterdam. C'est évidemment une étape importante de l'établissement. Comment se passe l'établissement de la diaspora séfarade dans cette grande ville d'Europe du Nord? Alors, l'effacement progressif du groupement néo-chrétien d'Anvers, on peut s'interroger si cet effacement progressif a-t-il pour contrepartie et pour conséquence l'émergence de la communauté juive d'Amsterdam. Les familles et individus portugais qui pratiquent le judaïsme ont-ils abandonné progressivement Anvers pour se fixer à Amsterdam, et cela vers la fin du XVIe siècle. Il est à remarquer qu'en tant que communauté issue des exilés et en tant que communauté issue des fugitifs de la péninsule ibérique, Amsterdam va devenir la métropole du judaïsme séfarade en pays chrétien. Et il faut insister que cette communauté est une communauté qui naît tardivement. Alors comment, il y a des traditions, il y a des témoignages sur les origines de la communauté d'Amsterdam. Est-ce qu'on peut les détailler? Une première tradition, il y en a plusieurs. Oui, alors la communauté judéo-amstellodamoise possède plusieurs traditions sur ses origines. Un de ces récits évoque en 1593 Manuel López Pereira et aussi sa sœur Maria Núñez. Ces 2 personnages se seraient embarqués au Portugal avec leur oncle, le dénommé Miguel Lopez, et ils auraient embarqué avec d'autres nouveaux chrétiens vers l'Europe septentrionale. Capturés par les Anglais, ils sont emprisonnés à Londres. Un jeune noble a demandé Maria Núñez en mariage, mais Maria Núñez refuse pour rester fidèle aux siens. La reine Élisabeth libère ces captifs qui vont gagner Amsterdam. En 1598, Maria Núñez épouse un des Portugais qui a partagé son aventure. Ce mariage serait le premier mariage célébré à Amsterdam selon le rite juif.
Ça, c'est une tradition. Il y en a d'autres. Il y en a deux autres, précisément. Alors, la deuxième tradition relate qu'en 1593, mais vraisemblablement en 1501, des nouveaux chrétiens débarquent à Emden. Ces nouveaux chrétiens entrent en contact avec le rabbin ashkénaze, le dénommé Moïse Uri Halevi, et son fils Aaron, qui, Aaron, a appris l'espagnol à Venise lorsqu'il a acquis le métier d'imprimeur. Ces nouveaux chrétiens demandent à Moïse Halevi de les suivre, d'être le rabbin pour qu'ils puissent réintégrer le judaïsme. Moïse Uri Halevi leur conseille pour cela de se rendre avec lui à Amsterdam où il est circoncis. Une troisième tradition. Alors, cette troisième tradition existe. Elle rapporte que l'office de Kippour du 15 septembre 1603, cette troisième tradition rapporte que cet office est interrompu par une descente de police car se préparait un complot de catholiques espagnols. Les ressortissants portugais sont considérés comme des ennemis pour les Provinces-Unies puisque le Portugal est annexé à l'Espagne de 1581 à 1640. Le porte-parole de ces Portugais, le dénommé Jacob Tirado, explique en latin que lui-même et ses compagnons sont des Juifs qui ont fui l'Inquisition espagnole. Alors, nous n'aurons pas le temps de parler d'Hambourg, mais alors d'ailleurs l'objet d'une série de 4 émissions. Je voudrais vous demander, en forme de conclusion, est-ce que cette diaspora séfarade, on a parcouru beaucoup de pays, beaucoup de foyers d'établissements, est-ce que c'est un monde éclaté ou est-ce que cette diaspora séfarade est unie? Alors, en fait, ce que nous avons démontré, c'est que le judaïsme séfarade, après cette expulsion d'Espagne, cette expulsion de 1492, n'est pas un monde éclaté. On peut dire en fait que c'est un monde tout au plus dispersé. C'est un monde dispersé dans la réalité sociologique et aussi, on peut dire que dans la réalité psychologique, c'est un monde déplacé. Il apparaît qu'il est difficile d'évaluer l'extension et d'évaluer la profondeur du judaïsme de la péninsule ibérique. Ce judaïsme potentiel et les retombées de la diaspora marane permet de replacer les nouveaux chrétiens péninsulaires dans le courant d'ensemble de l'histoire juive. Alors qu'en Espagne et au Portugal, les nouveaux chrétiens ont un rôle marginal dans cette histoire, on s'aperçoit que, hors de la péninsule, leur apport est considérable sur le plan de la longue durée. L'expulsion d'Espagne est donc, au XVIe siècle, le grand tournant de l'histoire des séfarades. Malgré les difficultés rencontrées, lors de leur installation, les séfarades recréent une grande Espagne. Et, nous insistons là-dessus, c'est que la Terre Sainte est le centre de cette grande Espagne. Autour de la Terre Sainte, d'autre part, les centres en pays chrétiens se développent essentiellement pour des raisons économiques. Ces centres en pays chrétiens obtiennent parfois des chartes très favorables, comme nous avons démontré, par exemple la Livournine. Ces centres vont permettre une nouvelle expansion de la Grande Espagne. Elle va se propager en pays chrétien et aussi elle va se propager au Nouveau Monde, à la Nouvelle Amsterdam, c'est-à-dire New York, à Curaçao et au Suriname, en Guyane hollandaise. Richard Ayoun, merci de cette série sur l'histoire du judaïsme séfarade. Je voudrais rappeler en conclusion et pour orienter nos auditeurs vers une bibliographie, votre ouvrage Séfarade d'hier et d'aujourd'hui, 70 portraits, coécrit avec Chaim Vidal Sefeya, une galerie des grandes figures du judaïsme séfarade. C'est aux éditions Yann Alevi. Merci Richard Ayoun et peut-être à l'année prochaine. Je vous remercie, bonsoir.